Bonsoir, donc voilà, c'est une table ronde à deux, où en réalité, je vais évidemment surtout poser des questions à Pierre Boulez sur ses relations avec René Char, avec la poésie de René Char, et sur les œuvres qu'il a écrites à partir de cette poésie. Et peut-être en préambule, il se trouve que je suis allé voir à Bâle, à la Fondation Zacher, la correspondance que vous avez échangée avec René Char, qui est en partie lacunaire d'ailleurs, et dans laquelle il y a de fort belles lettres tout de même. Et je voulais, en préambule, peut-être, pour fixer un peu les choses, citer deux extraits de lettres que René Char vous a envoyées. D'abord, je remarque une chose, c'est que dès 1948, il vous écrit en disant « Mon cher ami », ce qui m'a presque surpris, puisqu'il semble que d'emblée, vous avez développé une amitié très forte. Alors, l'une de ces lettres, c'est « Vous êtes le seul musicien, et c'est souligné, dont l'œuvre m'importe au fond ici et pour longtemps. Voilà qui est dit, et je n'ai pas l'admiration nombreuse. » C'est de juillet 1953. Et dans une autre, plus ancienne, qui date d'octobre 1948, il dit, après l'écoute du Soleil des eaux, « J'aimerais que tout votre travail, bien rangé en peloton redoutable, fusille proprement la bêtise de notre temps. Il faut y penser sérieusement. » Alors, la première... Je n'ai pas été assez sérieux. Non, je ne voulais pas vous demander si vous avez le sentiment d'avoir fusillé la bêtise, mais peut-être si la connivence, l'amitié, la proximité avec René Char n'a pas été aussi liée à cet élément de violence dont Jean-Claude Mathieu a parlé tout à l'heure, cette puissance de rejet ou de critique vis-à-vis de la situation existante. Oui, bien sûr, c'était un modèle, je veux dire, comparé aux poètes qui étaient de sa génération ou un peu plus âgés, disons au rodomontade d'un Aragon, par exemple, qui était tellement ridicule. Lui était un modèle de sobriété, tout simplement. Il ne s'est jamais vanté d'avoir fait de la résistance, et lui a fait de la résistance, et pas seulement en écrivant vaguement des mauvais poèmes, mais oui, ça, je veux dire, oui. Aragon a été le déroulette de la résistance, si on peut dire. Mais oui, oh, ça mérite même pas les applaudissements. Et lui, oui, vraiment, a été un citoyen absolument exemplaire. Et donc, il y avait cette violence en lui qui était déjà avant, cette rébellion, je dirais, qui s'est transformée en violence politique au moment opportun et vraiment très sobre. C'est la sobriété que j'ai admirée aussi dans cette violence. Et donc, oui, moi-même, j'étais trop jeune, j'étais plus jeune que lui. Il y avait une certaine différence d'âge, évidemment. Et mon engagement n'était pas du tout le même. À ce moment-là, c'était un étudiant un peu isolé, au contraire, dans des conditions quelquefois difficiles. Et donc, je ne pouvais pas comparer mon sort au sien, pas du tout. Mais il s'est établi certainement une compréhension. Et je crois que, je ne me rappelais plus, voyez-vous, de ces lettres. Ce sont des choses qu'on oublie malheureusement, mais qui font plaisir à titre posthume, si je peux dire. Oui, je pensais aussi à la violence qui est dans la poésie, pas seulement... oui, non, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Et ça, la violence est dans la poésie et dans la façon de s'exprimer. Il n'y a que lui qui s'exprime de cette façon-là et avec cette force. Je dirais même plus que violence, c'est plutôt une force intérieure qui vous oblige à prendre parti, tout simplement. Et la façon dont il l'exprime aussi, le vocabulaire dont il use, les images de sa poésie sont vraiment très très fortes. Et je me souviens que j'ai été frappé par ça. Au milieu des poésies que je lisais, enfin que des surréalistes, puisque c'était cela qu'on découvrait, c'est lui qui m'a paru de loin le plus exigeant d'ailleurs, et le moins académique aussi. Et par rapport à des grands écrivains comme Kafka ou comme Joyce, Char ou Michaud tenaient leur place vraiment dans la poésie, une place de premier plan. Et c'est ces deux poètes-là, moi, qui m'avaient frappé par-dessus tout à cette époque. Et je parle de 45-46.
On a parlé d'engagement et j'ai envie de vous poser une petite question à ce propos. Vous êtes peu exprimé sur la façon dont vous avez vécu les années de guerre à Paris avec l'occupation allemande, mais vous n'avez pas non plus développé des véritables contacts avec tout le courant existentialiste qui était assez engagé à cette époque. Alors, outre le fait que Leibowitz était proche de Sartre, est-ce que c'était quelque chose qui, pour vous, était secondaire ou Je ne pense pas que c'était secondaire, mais je pense que quand les intellectuels se mettent à faire de la politique, la plus souvent, malheureusement, ils disent beaucoup de bêtises. Vraiment, autant j'apprécie la générosité, autant j'apprécie peu la bêtise. Ce sont des gens qui n'ont pas, qui veulent simplement, excusez-moi, c'est mon point de vue personnel, hein, mais qui veulent parler politique alors qu'ils ne connaissent rien à l'économie, rien à, disons, aux relations entre les institutions et le public. C'est-à-dire, ce ne sont pas des professionnels du tout. Et bon, ils peuvent rêver, ils peuvent être utopistes, etc. Mais je veux dire, Marx connaissait l'économie très bien même. Donc, je pense que si ces philosophes au vrai sens du terme d'ailleurs, s'étaient rendus compte davantage de la réalité des problèmes, quelquefois, ils auraient évité beaucoup de se mettre dans des situations complètement impossibles. Et alors, c'était tantôt, c'est la phrase fameuse, il ne faut pas désespérer Billancourt. Il y a des choses comme ça qui restent malgré tout accrochées à leur veste et qui sont pour moi, qui ont été désastreuses. C'est pour ça que je ne me suis jamais engagé. J'ai des collègues musiciens qui se sont engagés très fort et la plupart du temps, ils s'engageaient très fort, mais dans leur chambre. C'est-à-dire que pour moi, m'engager, c'était essayer de rénover la vie musicale et la vie sociale musicale. Faire une manifestation pour je ne sais pas quelle chose, ça me paraît très peu efficace d'abord, et ça me paraît très égoïste deuxièmement. C'est pour ça que je ne me suis pas mêlé en général à des démonstrations extérieures, parce que je trouve que les gens, en général, c'est ce que raconte Simone de Beauvoir, du reste, on regarde toujours dans le journal si sa signature est dans les manifestes. C'est tout de même une consolation bien mince, je trouve. Alors, je voudrais quand même en venir à la poésie tout de suite. Vous avez dit souvent que ce qui vous a frappé dans la poésie de Charles, lorsque vous l'avez découverte, c'est la densité. Et cette densité, c'est à la fois la densité des images, bien sûr, mais c'est aussi la densité du rythme, le fait que souvent, ce sont des poèmes extrêmement brefs et assez abrupts. Alors, est-ce que vous pourriez me parler de cette question? Est-ce que c'est un point de vue musical qui vous a aussi amené à la poésie de Charles? Ou c'est plus la densité des images? À vrai dire, le premier poème auquel je me suis attaqué, c'était pas le plus simple du reste, c'est Le visage nuptial. C'est une première version que j'ai écrite donc en fin 1946. J'avais donc, vous calculez l'âge, c'est très facile à calculer, j'avais 21 ans. Et pourquoi j'avais choisi ce poème? Eh bien, pour une raison que j'aperçois maintenant beaucoup plus clairement qu'autrefois, c'est parce que c'est un poème narratif. Il y a 5 poèmes et la structure de ces 5 poèmes est symétrique. Vous avez 2 avant, 1 pendant et 2 après, si je peux dire, pour parler très terre à terre. Et c'est ce qui m'a incité certainement à transcrire ce poème, parce qu'il y avait une narration très forte dedans. Quand j'ai voulu de nouveau me colter, si je peux dire, avec la poésie de Charles, alors j'ai pensé au contraire, au Marteau sans maître en particulier. Le Soleil des eaux, c'est une chose différente. Le Soleil des eaux, c'est lui qui me l'a proposé. C'était une pièce de radio. Enfin, c'était bien écrit pour le théâtre, mais enfin, c'était réalisé pour la première fois à la radio en 48. Et j'avais rencontré moi-même Charles en 47. Je lui avais parlé de musique, etc. Mais puis après, ça s'était évanoui. Je veux dire, je ne l'ai pas plus contacté après le mois d'août 47 où je l'avais visité. Je lui avais rendu visite. Après, j'avais pris contact avec lui quand il était rentré à Paris. Et quand il a été question de mettre en onde, comme on l'appelait à l'époque, cette pièce de Charles, donc il m'a fait demander, il m'a demandé de faire la musique. Et moi, c'était la première musique que j'écrivais pour orchestre, je dois dire. C'était une expérience. Heureusement, c'était des morceaux très courts. Il n'y avait pas à s'occuper d'autre chose que
de se focaliser sur certains moments. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et il m'avait envoyé un poème à cette occasion. Il y avait 2 poèmes. Il y avait un poème qui était déjà dans la pièce, qui est la complainte du lézard amoureux. Ça, c'était un des personnages qui la disait. Et puis il m'avait envoyé une chanson pour Yvonne, c'est la Sorgue. Et donc quand j'ai voulu récupérer cette musique, parce que je me disais la musique d'une pièce radiophonique, ça s'est perdu à tout jamais. Donc quand j'ai voulu récupérer cette musique, j'ai organisé la musique autour de ces 2 poèmes, qui sont des poèmes beaucoup plus simples que les poèmes qu'il a écrits en général, qui sont des poèmes, comme on dit, des poèmes de détente. Alors après, quand j'ai fini avec Le Soleil des Eaux, la première version en tout cas, je me suis attaqué au Marteau sans maître. Mais pour ça, je voulais justement un poème qui ne soit pas une charge. Donc, pas de narration, un poème court, très condensé, ou des poèmes courts, très condensés. Ce sont des poèmes, en effet, de 2 lignes, 3 lignes maximum. Et pour cela, le vocabulaire de Char est différent quand il écrit dans la narration, quand il écrit au contraire dans l'aphorisme. Et ça, ce sont des pièces qui sont très concentrées, et ce qui me permettait justement de prendre ce que j'ai appelé comme centre et absence de la musique, c'est-à-dire que le poème donne la clé de toutes les musiques qui sont écrites autour de lui, mais en même temps, il peut être absent de cette pièce de musique, car il a laissé des traces. Et c'est ça qui m'intéressait, d'avoir une sorte de poème au centre de la composition, et en même temps, il n'irrigue pas tout, parce qu'il n'est pas visible dans toutes les pièces, mais il a irrigué secrètement toutes les autres pièces. Dans ces poèmes du Marteau sans maître, quelle a été votre approche au fond? Est-ce que vous êtes justement préoccupé de cette question à la fois rythmique ou même des sonorités pour trouver des équivalents Non, ce n'était pas aussi formel que ça, parce que la poésie de Char n'est pas formelle comme la poésie de Mallarmé du tout. C'est une poésie qui est au fond plus intuitive, je dirais. Il y a une sorte de don de la parole qui fait que la parole existe, et la parole existe sous cette forme-là, mais elle ne se préoccupe pas, si vous voulez, du nombre, de la forme, etc. Bien sûr qu'il y a une forme, c'est évident, mais je veux dire, c'est pas formel comme c'est obsessif chez Mallarmé, par exemple. Là, bien sûr qu'on se préoccupe de la sonorité des mots, mais ce qui m'importe quand j'ai transcrit un poème de Char comme ça, c'est avant tout de quel style vocal je vais donner. Pour moi, c'est ce qui était important, c'était la première pièce que j'ai écrite dans Le Marteau sans maître, c'est du reste la pièce numéro 3 qu'on va jouer tout à l'heure, c'est-à-dire une pièce pour voix et flûte. Parce que j'avais fait des essais extrêmement, non pas arides, mais ascétiques, disons. Une différence quand même. Dans mes structures pour 2 pianos, les premiers livres de structure. Et donc, je voulais, au fond, savoir et m'éprouver pour savoir si j'étais capable d'écrire des lignes mélodiques. Oui, c'est le désir tout de même de tout musicien de se dire, oui, on dit que la mélodie est le sommet de la musique, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, pour pouvoir écrire des lignes mélodiques, il faut vraiment avoir un certain sens, oui, de la ligne mélodique. Et donc, j'ai pris ce poème en me disant, les mots sont là, mais je m'en sers librement et je veux inventer des lignes mélodiques à partir de ces sonorités du poème. Ça, c'était une chose. Et je l'ai fait donc en premier. La deuxième que j'ai fait, c'est au contraire noyer le poème et de considérer que les sonorités du poème sont comme des sonorités des instruments. Ça, c'est la 6e pièce qu'on va jouer aussi tout à l'heure. La 6e pièce où le poème est non pas articule, mais se trouve au niveau des instruments. Bien sûr, la chanteuse est plus prééminente que les instruments, mais au fond, les lignes qu'elle chante ne sont pas différentes du tout des lignes instrumentales qui sont jouées donc par la flûte ou par l'alto, par exemple. Et puis, il y a un autre point de vue, c'est dans la pièce numéro 5, qu'on va jouer aussi tout à l'heure,
c'est le poème en tant qu'articulation. Il y a une pièce de musique qui s'écrit, mais au moment important où la forme change, où le contenu change, je mets une part du poème. Et donc le poème indique les rebroussements de la forme. Et puis il y a une quatrième forme, aussi on va le jouer tout à l'heure, c'est dans la 9e pièce où le poème est simplement dit comme une sorte de récitatif en préface à la pièce, et la pièce est au contraire un mélange de citations de tous les 3 cycles qui ont eu lieu. Donc vous voyez, chaque fois le poème a une place différente, une fonction différente et une façon d'agir différente. Mais comment êtes-vous arrivé à la sélection de ces 3 poèmes du Marteau sans maître? J'imagine que ça n'a pas été immédiat. Vous m'en demandez beaucoup. Là, je ne me rappelle plus même, vraiment. Vous voyez, je ne suis pas une espèce de mémorialiste de moi-même. Ça, je déteste ça, au contraire. Si bien que j'ai une mémoire qui est effaçable. Alors, elle revient de temps en temps quand je relis une chose. Je me dis, oui, là, j'ai songé à ça pour faire ceci. Mais comment j'ai choisi ces poèmes? Probablement parce que j'ai lu un livre de Char où il y avait des poèmes très condensés. Je cherchais un poème très condensé, c'est tombé sur cela parce que les images m'ont frappé, parce que les sonorités m'ont frappé. Mais ne demandez pas ni à quelle heure, ni à quel jour j'ai rencontré ce poème. Non, c'était pas dans ce sens-là, mais c'était dans l'idée... Non, mais j'entends bien que c'est pas ce sens-là, mais c'est quand même ce sens-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une intention liée au sens des poèmes qui les relie, les 3? Vous faites des liens entre ces poèmes à certains moments. Oui. Il y a même des relations presque thématiques oui. qui relient parfois la tête habitable et la tête sur le clou, oui. Si je me souviens bien. Oui. Pas tout à fait ça. Non. Oui, donc le poème de l'artisanat furieux et le poème de l'édifice et les pressentiments. Et je me demandais si ça, s'il y avait un sens. Non, ce sont des poèmes qu'on choisit, enfin autant que je me souvienne. Hein, je mens quand je dis que je ne me rappelle pas du tout. Mais j'ai choisi ces 3 poèmes et bien sûr que ça fait 3 cycles. Et je me suis dit, j'avais la comparaison du Pierre Lunaire à ce moment-là, dans la tête. Simplement comparaison très, très abstraite, pas vague, mais très abstraite. Je pensais, Schoenberg a fait 3 cycles de poèmes. Et ces cycles de poèmes, c'était 3 fois 7. Donc l'un est plus, disons, poétique, le 3e. Le second est plus violent. Le premier est plus évocateur de la réalité, disons, grosso modo. Et je me suis dit, oui, ces trois cycles sont différents, ils se succèdent. Et on voit très nettement, et ils soulignent par des effets dramatiques la fin du premier cycle qui est la flûte solo et la voix, etc. Et donc, moi j'ai pensé, oui, ces 3 cycles, j'ai bâti ces 3 cycles, en tout cas, pas dans la réalité encore, mais je veux bâtir ces 3 cycles. Qu'est-ce que je fais à la fin? C'est tout de même de faire que ces 3 cycles s'assemblent, tout simplement. Alors, ils ne s'assemblent pas par les mots, mais ils s'assemblent par les notes, tout simplement. Et en plus de ça, plutôt que de faire succéder les 3 cycles, comme je les avais déjà mêlés pour la dernière pièce, eh bien, j'ai mêlé ces 3 cycles aussi à l'intérieur de toutes les 8 pièces précédentes, si bien que les cycles alternent. Et ils alternent avec des signaux. Parce que, par exemple, la percussion pure, celle qui utilise des instruments non définis au point de vue de la hauteur, eh bien, ces instruments sont dans un seul cycle. Et c'est le cycle où la pièce numéro 6, qui est à l'origine, vient en 3e, enserrée entre les 2 autres, les 1 et 2 et 4. Et celle-là, la 3, enfin, la 3e de ce cycle, est la pièce matrice. Et puis, il y en a, au contraire, d'autres qui sont très différentes. La 5e n'a rien à voir avec la 9e, c'est le même poème, mais l'un, le poème, comme je vous l'ai dit, est l'articulation de la musique, et l'autre, le poème, est une préface de la musique. Donc, voilà comment ça s'est organisé au fur et à mesure. D'accord. Et la question de la sonorité aussi, je voudrais encore vous poser cette question. Est-ce que l'idée de l'instrumentarium, bien que la première idée, je crois, est un instrumentarium plus réduit pour le Marteau sans maître, est-ce que c'est venu
de l'image amenée par les poèmes, ou bien c'est tout à fait indépendant? Non, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir, bien sûr. Je veux dire, si j'ai utilisé un tel groupe, c'est parce que je trouvais que c'était un groupe qui convenait à la musique que je voulais écrire, tout simplement. C'est-à-dire que je voulais éviter de redupliquer le Pierre Lunaire. C'est peut-être une vision négative d'abord, mais en tout cas, je crois qu'on sait ce qu'on ne veut pas avant de savoir tout à fait ce qu'on veut, en général. Et là, en la circonstance, j'ai été très influencé par les musiques non européennes, c'est-à-dire musique d'Afrique, musique de Bali, musique de Japon en particulier, et musique chinoise. Et j'avais en tête quelques... je ne voulais pas reconstituer la musique de Bali ou reconstituer la musique du gagaku japonais, mais je me disais, c'est intéressant d'intégrer ce genre de sonorité à notre univers qui ne s'en est jamais servi pratiquement. Alors vous me direz, si vous voyez l'instrumentarium, vous verrez, il y a une guitare. La guitare, c'est pas spécialement japonais, c'est plutôt espagnol. Eh bien oui, mais je ne l'utilise pas comme instrument espagnol du tout. Je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse retrouver une source quelconque là, mais je le fais comme, je m'inspire plutôt de la sonorité de ce qui accompagne le théâtre No, par exemple, le koto. Et le koto japonais a une sonorité qui se rapproche, parce que ce sont des cordes pincées et qui se rapprochent donc de la guitare. Et c'est comme ça, par exemple, que le vibraphone s'inspire du gamelan balinais, que le marimba s'inspire des marimbas, des balafons africains. Mais c'est une sonorité, et le style n'est pas du tout ça. Et les sonorités, je les mélange. Je mélange Bali, Afrique et gagaku très joyeusement, si je peux dire. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine, tout simplement. Dans quelle mesure c'est aussi un effet de votre rencontre avec le piano préparé de Cage quelques années auparavant? Oui, ça a été ça m'a beaucoup intéressé. D'abord, quand on lisait dans les revues musicales, le piano préparé, on met des clous, etc. Vous voyez les commentaires qu'on peut faire là-dessus, drôlatiques comme ça. Mais je trouve que les commentaires drôlatiques passent toujours à côté des vraies questions, en général. Et donc, là, ça m'était intéressé. Quand Cage est venu à Paris pour la première fois, ou pour la seconde fois, mais pour la première fois après la guerre, en 1949, il a pris contact avec moi. Et nous sommes vus assez souvent. Et j'ai organisé, je crois, non seulement je crois, mais j'en suis sûr même, le premier concert de Cage à Paris. Et c'était chez Suzanne Tesnas qui avait organisé ce concert. Alors, elle était très inquiète pour son piano, je dois dire, parce que, vous voyez, il mettait des écrous, il mettait des gommes, etc. Mais l'expérience était intéressante. Et moi, je me souviens toujours... quand j'ai entendu le mantra de Stockhausen, combien c'était proche aussi avec les moyens électroacoustiques de l'époque, parce que ça date de 1970, donc les moyens électroacoustiques étaient encore en train de se développer, mais combien son utilisation de l'électronique avec le piano se rapprochait beaucoup du piano préparé. Et moi-même, quand j'ai écrit Répond, quelques temps après, les sonorités de Cage m'ont toujours frappé. Seulement, je voulais que ce soit vraiment non pas artisanal comme le piano préparé, parce que le piano préparé, vous pouviez jouer un petit mezzo forte. Parce que dès que vous frappiez un accord, les écrous sortaient et le piano devenait à moitié préparé, sinon même aux 2/3. Impréparé. Donc il y avait quelque chose de tout à fait artisanal qui aurait été intéressant. J'ai essayé, mais alors avant ça, c'est après le piano préparé, j'ai essayé, on pourra l'écouter bientôt, dans Éclat multiple, j'ai essayé aussi de transformer le piano en étouffant, en mettant des étouffoirs spéciaux pour provoquer des harmoniques. Et des sons étouffés en même temps. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai discuté avec quelqu'un de Steinway pour dire, écoutez, est-ce que vous pouvez faire, comme il y a des jeux au clavecin, est-ce que vous pouvez faire des jeux au piano de ce type pour provoquer des harmoniques ou pour provoquer des sons étouffés? Et oui, c'est très intéressant, mais c'est resté en mots, mais il n'y a pas eu de conséquences du tout. Et je le regrette parce que
le piano pourrait être enrichi énormément par ce genre de transformation acoustique. Alors, ceci dit, maintenant, on a les moyens électroacoustiques et on peut faire ça en supprimant, en mettant des filtres, en mettant des harmonizers, etc. C'est-à-dire qu'on peut transformer la sonorité du piano. C'est ce que j'ai fait dans Répond en particulier beaucoup. Et là, on est sûr, c'est non seulement artisanal, mais ça peut être très précis. On a les hauteurs qu'on veut, au moment où l'on veut. On peut changer complètement les données en cours d'exécution, etc. Enfin, je veux dire, mais je garde c'était pas un artisanat furieux, c'était un artisanat gentil, ça, mais c'était vraiment très, très intéressant à l'époque, surtout. Surtout, imaginez que l'avant-garde, à l'époque, bon, vous avez mentionné le nom de Leibowitz, était tellement strictement académique et strictement lié à l'académisme viennois que c'en était insupportable, je dois dire. Et j'en ai encore, non pas des sueurs froides, mais des allergies à cet académisme de post-Schoenbergien qui était vraiment la mort et une stérilité terrible. Puisque vous parlez des spectres et des résonances, ça m'amène à vous demander aussi pourquoi, si on peut créer des spectres différents, des résonances différentes, pourquoi vous n'avez pas persévéré dans la recherche d'un autre tempérament ou d'un tempérament inégal. Et je voudrais évoquer le fait que le visage nuptial, dans sa première version, utilisait beaucoup les quarts de ton. Vous avez supprimé. Alors, oui, je les ai supprimés. Pourquoi? Parce que si vous avez, je vais vous dire, si vous avez 16 violons, bon, dans l'aigu, alors ils ont une conception du quart de ton très individuelle. Et alors, vous pouvez écrire n'importe quoi, ça sera à peu près la même chose. Vous aurez un son épais, plus épais, chacun contribuant à cette épaisseur, mais ce n'est pas intéressant de ce point de vue-là. Et alors, je veux dire, parce qu'il y a eu tous ces essais de demi-ton. En quart de ton, moi, j'ai tout essayé. En particulier, il y avait un compositeur russe qui s'appelait Vishnegradsky, qui avait des pianos en quart de ton. Et nous, en tant qu'élèves de Messiaen au conservatoire, on voulait prouver qu'on était ouvert absolument à tout. Et il y avait un concert Vishnegradsky où nous avions tenu les 4 pianos. Il y avait Yvonne Loriot, il y avait Yvan Grimaud, Serge Nig et moi. Et il y avait une chanteuse, et nous avons joué de toutes ces œuvres en quart de ton. Bon, alors, comme les pianos étaient accordés à un quart de ton de différence, pour faire une mélodie en quart de ton, il fallait passer de 1, 2, 1, 2, 3, 1, etc. Si bien que c'était assez artificiel, il faut bien dire. Il n'y avait pas beaucoup de naïveté dedans, ou la naïveté était ailleurs qu'on la croyait. Plus vous divisez, j'ai entendu aussi des expériences, les pianos de Carrillo, de ce compositeur mexicain. C'est la même chose, vous partagez le saucisson en tranches, plus ou moins petites, mais c'est toujours un même saucisson, enfin, il n'y a rien à faire. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand vous avez des instruments électroniques, vous pouvez faire des échelles comme vous voulez, alors avec des intervalles très précis, parce que n'oubliez pas qu'un piano est fait pour une certaine tension des cordes. Et si cette tension est déviante par rapport à la norme, eh bien, vous n'avez jamais, si vous commencez à jouer sur cet instrument, l'instrument se désaccorde au bout d'une demi-journée. Si bien que c'est absolument impossible. Vous oubliez de dire quand même que j'étais obstiné avec les quarts de ton, car dans l'improvisation sur Mallarmé numéro 3, il y a des harpes en quart de ton. C'est juste. Hein. Donc, alors, par moment, ça rappelle cet on-dit méchant sur les harpistes, qu'elles passent la moitié de leur temps à accorder leur instrument pour jouer hors de tout accord la seconde moitié du temps. Mais c'est vrai que aussi une harpe est très sensible à l'environnement, l'humidité, la chaleur. Vous transportez cette harpe d'un lieu de répétition à la scène, etc. Si bien que tout ce que vous avez fait avec beaucoup de précautions pendant pas mal de temps, tout d'un coup se trouve démoli en un quart d'heure parce que simplement l'instrument n'est pas fait pour ça. Tandis qu'un instrument électronique, vous dites 525 Hertz.
et 1023 Hertz, eh bien, vous aurez le lendemain, vous aurez aussi 527 Hertz et 1023 Hertz. Et tout de même, c'est plus confortable, je veux dire, tout simplement. À propos du piano préparé de Cage, quand vous l'avez présenté, vous avez relevé que le problème de créer des spectres nouveaux se heurtait au fait que chaque son ne pouvait apparaître qu'avec ce spectre-là, et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, disons, comme dans une note qui peut changer d'harmonisation. Est-ce que c'est cette réflexion-là qui vous a amené, à partir du marteau 100 mètres, il me semble, à élaborer un langage de plus en plus travaillé sur le plan harmonique? Oui, certainement, parce qu'il y a quelque chose qui est... et c'est le problème de la percussion aussi, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette folie de la percussion où on tapait pratiquement sur n'importe quoi, etc. Et bon, bien sûr, quand vous avez des sons intéressants, le son d'un gong ou d'un tam-tam est en soi beaucoup plus intéressant que le son d'un violon. Il est plus riche, il a des transitoires qui changent constamment, il est vraiment beaucoup plus riche en possibilités aussi. Mais vous entendez un tam-tam une fois, vous l'entendez la deuxième fois, vous dites « j'ai compris », et la troisième fois, vous dites « merci bien ». Tandis qu'un violon, si vous entendez un ré, vous n'entendez pas un ré en tant que tel, jamais. Sauf s'il est pivot, tout d'un coup, qu'il a un rôle d'une importance capitale. Mais autrement, ce ré prend un autre visage s'il vient d'un mi bémol une octave au-dessus, s'il vient au contraire d'un demi-ton en dessous, si c'est la note qui est avant elle est très rapide et qui est suivie par une note aussi très rapide, etc., etc. C'est-à-dire que ce ré est anonyme et il change de visage chaque fois que vous lui donnez une autre fonction. Alors, avec le tam-tam, bien sûr, vous pouvez avoir des changements de sonorité, c'est évident, mais vous avez toujours cet instrument qui est comment on dit, centrifuge, tout simplement. Il ne se mêle pas à une texture, il définit une texture à un moment donné, mais il est prisonnier de lui-même. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours utilisé la percussion avec beaucoup de ménagement, parce que je trouve que autrement, ça détruit le vocabulaire, tout simplement. Vous parliez tout à l'heure de la comparaison avec le Pierrot Lunaire, qui est quand même une pièce qui met en scène le poète lui-même, le compositeur lui-même, d'une certaine façon. Et je me demandais si ce n'était pas aussi le cas pour le marteau 100 mètres, si ce n'est pas, au fond, une œuvre qui réfléchit sur elle-même et sur l'acte poétique et sur la mise en scène du sujet poétique, entre guillemets. Je crois que c'est pour vous de le faire, ça, c'est pas à moi. Je veux dire, non, je comprends très bien. Non, mais par rapport au visage nuptial, vous avez dit effectivement qui est narratif et puis qui est un poème d'amour, donc qui implique une altérité aussi. J'ai l'impression que le marteau 100 mètres est une œuvre d'un monologue qui est retourné sur lui-même, ne serait-ce qu'aussi par l'intrication des cycles. Oui, je pense que c'est une réflexion sur les poèmes. Oui, mais ça, je crois que chaque fois que vous prenez un poème en musique, à moins que vous fassiez une mélodie de salon, bien sûr, mais c'est une réflexion sur le poème avant tout. Et il y a des poèmes qui sont vraiment, moi, que je n'ai jamais osé aborder. Enfin, j'y ai pensé à un moment donné, mais si vous voulez vous affronter au coup de dé de Mallarmé, vous êtes devant une espèce de monde qui suffit presque en lui-même, et c'est très difficile de pénétrer. C'est la différence que je fais au théâtre. Par exemple, j'ai songé, bien sûr, longtemps à un opéra, et c'est la différence pour moi, alors c'est pour ça que je le symbole, parce que ça symbolise très fort, entre Beckett et Genet. Le théâtre de Beckett refuse toute collaboration. Il est plein déjà en lui-même, pour moi en tout cas. Tandis que le théâtre de Genet, c'est les portes toutes ouvertes. Vous pouvez venir et apporter votre manger, comme on dit, n'est-ce pas? Tandis qu'il y a des œuvres qui invitent à entrer dedans, et il y a des œuvres qui se referment. Je pense que oui, le cas de Mallarmé, je parle de ce poème-là en particulier, c'est un poème qui est tellement dense et qui est tellement refermé sur son univers que vous pouvez y entrer bien sûr par effraction, mais ça ne peut pas donner vraiment des résultats très, très convaincants, à mon avis en tout cas, à moins qu'il y ait un grand génie qui le fasse. Enfin, vous en avez caressé l'idée pendant longtemps. J'en ai caressé l'idée, c'est vrai, oui, non, absolument, oui. Mais c'est pour ça que
je me suis tenu finalement à l'écart. Et entre le visage nuptial et le marteau sans maître, vous avez aussi eu le projet d'une autre mise en musique de René Char. Je l'ai appris en lisant la correspondance, qui était le poème pulvérisé à la santé du serpent, qui promettait d'être une œuvre tout à fait monumentale, enfin assez considérable, puisque... Oui, j'aurais pas pris tous les aphorismes de la santé du serpent, parce qu'il y en avait beaucoup. Je lui ai parlé du reste d'un choix, s'il me souvient bien, non? Oui, mais de ce que j'ai lu, c'était plutôt des groupements, mais tous y sont, avec un exergue et l'ambition, oui, l'ambition ne nuit pas, mais enfin... non, oui, ça m'a... Mais je crois que ce que j'ai pas... C'est une lettre qui est... sa correspondance, la santé du serpent, c'est avant le marteau sans maître. Avant le marteau sans maître. Oui, mais ce que je voulais réaliser avec la santé du serpent, je l'ai vraiment réalisé avec le marteau sans maître. Parce que c'était ça. Et alors, ce n'était pas seulement s'agripper aux aphorismes, mais c'est donner à un aphorisme tout le rayonnement qu'il mérite, tout simplement. J'ai comparé ça une fois, du reste, dans un texte. Oui, il a été écrit en français, bien sûr, mais je veux dire, il est paru en allemand d'abord. J'ai comparé ça à quand on va à Pompéi, par exemple, on voit des objets qui ont été entourés par la lave, et quand on casse la lave, on retrouve l'objet, mais l'objet vide. C'est-à-dire, on voit parce que l'objet a été brûlé, et on retrouve le contour de l'objet à l'intérieur de la lave. Et je trouve que quand on se sert d'un poème, on brûle le poème, et le poème est en creux après. Et c'est comme ça que je considère, moi, que j'ai utiliser les poèmes. Le poème du marteau, oui. Et est-ce que le fait d'avoir ensuite été du côté de Mallarmé était une façon aussi de poser des problèmes plus formels, plus strictement formels que par rapport à la poésie de Char? Oui, certainement. C'est-à-dire que le formalisme, quand j'ai touché des poèmes de Char, le formalisme était uniquement dans la musique, mais pas par rapport entre musique et poème, ou comme je dis, des façon d'être du poème par rapport à la musique. Mais tandis que Mallarmé était un homme obsédé vraiment de la rigueur en particulier, et ses sonnets sont des monuments de rigueur. On pourrait croire, parce que beaucoup de gens ont composé les sonnets, mais les siens sont une race à part, complètement. Et donc, ce que j'ai essayé, c'est de transformer la rigueur qu'il avait mise dans la composition de ces mots. Alors là, vraiment, les mots la sonorité des mots est très importante, et je l'ai essayé de transposer ça directement et littéralement en musique. Oui. Par exemple, je vais donner un exemple que j'espère tout le monde pourra réaliser. Enfin, il y a, comme chacun sait, bien sûr, 2 quatrains et 2 versets. Et le quatrain est fait d'un certain type de rime, et le deuxième quatrain aussi, et les 2 versets sont des rythmes alternés. Donc très bien. Alors, dans le premier, je me suis dit comment je vais réaliser ça pour transposer le côté formel. Alors, j'ai donné au premier quatrain la vocalité mélismatique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec beaucoup d'ornements, des lignes mélodiques très ornementées. Et puis, dans l'autre quatrain, j'ai au contraire utilisé le chiffre 8 parce que ce sont des octosyllabes et qu'il était très visible qu'il a cherché des correspondances entre les octosyllabes. Et puis après, suivant les rythmes alternés, j'ai alterné, comme les rimes étaient, féminines ou masculines, le style mélismatique ou le style syllabique. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi. Bien sûr, il y a d'autres choses que ça, mais j'ai résumé ça d'une façon assez simple pour faire voir combien j'ai essayé de trouver des correspondances très précises. Ou alors, dans la troisième improvisation, un vers qui a une certaine rime correspondra à une certaine structure musicale, et des structures musicales qui ne correspondront à rien dans les autres rimes, etc. etc. C'est bien que là, la forme du sonnet m'oblige à penser la forme musicale et à voir comment transposer ça. Naturellement, il y a aussi la sonorité, le mélisme. Ça correspond à la dentelle qui s'abolit, et tous ces reflets dans la glace, c'est-à-dire toutes ces sonorités très réverbérantes, vitreuses, si on peut dire, vitreuses au sens de vitre. Là, on utilise des instruments résonnants très clairs, et c'est comme ça que, symboliquement et formellement, le poème est complètement transposé.
D'accord. On pourrait dire qu'entre Char et Mallarmé, il y a en tout cas un point commun qui est une certaine forme d'hermétisme, si on veut, ou de... Oui, hermétisme, qu'est-ce que c'est que l'hermétisme? L'hermétisme, j'aime beaucoup, moi, je dois vous dire, parce que ça permet de penser ce qu'on veut. Autrement, les choses trop directes, vous êtes obligé de penser à quelque chose que tout le monde pense. C'est pas très intéressant. Tandis que un poème où vous interrogez, est-ce que je prends ce sens-là ou ce sens-là, là, ça devient intéressant parce que vous pouvez vraiment réfléchir et sur l'ambiguïté des choses. Je trouve que les œuvres vivent par l'ambiguïté. Écoutez, quand vous regardez une montagne Sainte-Victoire de Cézanne, vous ne regardez pas le paysage, vous en fichez du paysage. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la transposition. Et c'est la transposition et l'ambiguïté de la transposition qui fait que le paysage devient vraiment intéressant. C'est la différence entre un paysage qui est fait par il y a beaucoup de gens qui ont reproduit la Sainte-Victoire. Il y a beaucoup de Sainte-Victoire qui sont sans intérêt. Et les siennes ont vraiment un intérêt capital, au contraire. Oui, alors je pensais à ce mot hermétisme parce que je voulais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure avec un peu de retard sur la troisième pièce du Marteau sans maître. Et je crois que vous avez dit quelque part que c'était une... là, vous venez de nous dire que c'était une sorte de travail sur l'élément mélodique. Et vous avez dit, je crois quelque part, que c'était une façon de vous détendre un petit peu après le dur travail sur les structures et le livre pour quatuor. Et qu'il y avait, on a le sentiment qu'il y a une certaine spontanéité qui est en jeu à ce moment-là. Or, quand on lit les analyses qui sont faites, alors peut-être à tort, sur cette pièce, on a le sentiment justement que cette spontanéité doit traverser un nombre de couches assez extraordinaires pour que la mélodie soit en tant que telle. Alors, je me demandais comment vous travaillez précisément. Mais j'aime la spontanéité retrouvée. Je n'aime pas la spontanéité directe parce que la spontanéité directe, c'est la mémoire en général et c'est la paresse. Deux choses que je n'aime pas du tout. La spontanéité, c'est vous avez englobé un certain nombre d'expériences, surtout plus vous êtes âgé, plus vous avez tout de même une sorte d'expérience pratique et plus vous avez tâché en tout cas de résoudre un certain nombre de problèmes de l'écriture, de la transposition, etc., etc. Et donc, votre mémoire fonctionne, elle a des réserves. Alors, si vous vous trouvez devant une chose, vous dites oui, très bien, et vous croyez que c'est neuf, et ce n'est pas du tout neuf, c'est votre mémoire qui a fonctionné. Et je me méfie beaucoup de la mémoire, c'est pour ça que, en général, je la passe au filtre, et c'est un filtre très sévère, de la technique. Si je cherche un problème, et ça c'est Klee qui m'a indiqué ça, le peintre Paul Klee, il donnait quelquefois, pour lui-même et ses élèves, quand il était au Bauhaus et qu'il faisait des cours, il donnait des problèmes extrêmement simples. Ou bien il analysait des choses et il donnait des conséquences comme tableau à faire. Et c'est extraordinaire combien il réfléchissait justement à la nécessité de réfléchir à un problème purement technique pour se dérouiller la mémoire complètement. Et de ce problème technique, vous fixez sur des choses qui étaient à résoudre techniquement, et alors à ce moment-là, vous pouviez avancer parce que vous aviez acquis quelque chose de neuf dans votre vocabulaire. Et là, oui, je fais confiance à une spontanéité à retrouver, c'est-à-dire quelque chose qui paraît absolument spontané et qui, au fond, est appuyé sur quelque chose de très précis et de très fort. Autrement, oui, c'est quelque chose de très vapide. Ah, oui, c'est un très beau mot. Hein, je ne le connaissais pas. Ça veut dire tiède, tout simplement. Ah bon, d'accord. Lorsqu'on lit les poèmes de Char, on a aussi cette densité de présence que je trouve qui existe aussi dans votre musique. Et on a le sentiment que ça correspond aussi à une poésie qui dit les choses dans le présent et qui effectivement refuse soit le souvenir, soit une certaine forme de mémoire, en effet. Et j'avais noté dans un poème qui s'appelle Marthe, qui est d'ailleurs dans le poème Pulvérisé, où il dit « Comment pourrais-je jamais vous oublier puisque je n'ai à me souvenir de vous? Vous êtes le présent qui s'accumule. » Je trouvais assez beau cette phrase du présent qui s'accumule. Je voulais vous demander de réagir là-dessus. Oui, c'est très difficile de commenter quand c'est si bien dit. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Alors, attendez, je vous en lis une autre.
Dans un texte de réflexion sur la poésie, en poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte, on ne crée que l'œuvre dont on se détache, on obtient la durée qu'en détruisant le temps. Ah, ça, je suis partisan, et je suis un partisan de détruire les bibliothèques aussi. Parce que ce qui m'agace dans notre culture actuelle, c'est cette espèce d'accumulation du savoir. Alors, on parle toujours de la bibliothèque d'Alexandrie. Nous avons 10 000 ou 100 000 bibliothèques d'Alexandrie qui sont 15 fois plus ou 150 fois plus grandes que les bibliothèques d'Alexandrie. Et c'est bien qu'on est enfoui sous la documentation et sous le respect et sous la reconstitution. Et ça, je trouve ça insupportable. C'est une civilisation qui meurt, qui est tellement imbue d'elle-même ou enfouie dans elle-même. Je trouve que ça, c'est vraiment le grand danger. C'est-à-dire, oui, on a vu ça spécialement dans le néoclassicisme. Déjà, tout est trouvé, donc il faut refaire. Mais il faut refaire naturellement un truc. J'ai comparé ça, du reste, très aisément, à des magasins d'antiquaires. Ils prennent une vieille trompette et ils en font une lampe de chevet. Bon, c'est très gentil, mais ça ne va pas très loin quand même. Et à force de voir des trompettes transformées en lampes de chevet, je dois dire que moi, je suis rassasié avec ce genre d'esthétique, personnellement. Il y a quelque chose de paresseux en plus de ça. Il y a quelque chose de paresseux quand on se dit, oh oui, la recherche c'est fini, la recherche c'était bon pour cette génération, mais il n'y a plus maintenant, on a mieux à faire, on retrouve, etc. Non, on ne retrouve rien du tout. Il n'y a qu'à voir tout le néoclassicisme des années d'entre les deux guerres. Tout ça s'est effondré vraiment très, très rapidement même. Je veux dire, quand on entend le 7e brandebourgeois de Stravinsky, ce qui est son Dumbarton-Oaks Concerto, on se dit, bon, très bien, c'est une espèce de joujou avec un concerto brandebourgeois. Mais ce n'est pas très intéressant. Hein. Tandis que quand vous regardez le Sacre du Printemps, la force rythmique et la force d'expression qu'il y a dans une œuvre comme ça, c'est encore pas épuisé. Et ça ne sera jamais épuisé parce qu'il y a vraiment une sorte d'invention, de même que les pièces opus 16 de Schoenberg ou le Pierrot lunaire, ce n'est pas épuisé parce qu'il y a quelque chose qui est essentiellement neuf dedans et qui reste neuf et qui, quand on le rencontre, même après beaucoup d'usages comme moi, eh bien, il y a quelque chose qui est vraiment essentiellement novateur. Et c'est pourquoi moi je suis, je vous dis, rassasié avec les bibliothèques. Ou alors il faut prendre le titre, puisque vous parlez de Charles aujourd'hui, il faut prendre le titre d'un de ses livres, La bibliothèque est en feu. Alors moi je veux bien qu'elle soit en feu, mais qu'elle soit en feu comme le phénix, que le phénix renaît de ses cendres, comme on dit. Alors votre bibliothèque renaît de ses cendres chaque matin. Ça j'admets très bien. Mais il faut la détruire toujours. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en contradiction avec moi-même, avec vous-même Bien sûr. Lorsque vous dirigez des œuvres du répertoire dans des grandes institutions symphoniques. Justement, je les brûle. Et elles renaissent. Ou vous les célébrez? On m'a suffisamment reproché de n'être pas traditionnel quand je dirige le répertoire. Ça, vous le savez. Donc, je ne dois pas être très fonctionnel dans ce genre institutionnel. Non, il y a quelque chose, bien sûr que je prends les choses du passé, mais je les, non pas revitalise, ce serait vraiment beaucoup trop orgueilleux, mais je leur donne ma vitalité, ma propre vitalité. Sans ça, quel sens ça peut avoir de reprendre les choses et d'essayer de les constituer comme elles étaient à l'époque? Je m'en fous de l'époque, pour tout dire franchement. Ce qui m'intéresse, c'est de m'approprier les choses, de leur faire rendre ce qu'elles peuvent rendre aujourd'hui. Mais ce qu'elles rendaient en 1830, pourquoi voulez-vous que ça m'intéresse? Oui, ça peut m'intéresser en tant que curiosité, comme on va voir, je ne sais pas, on voit une tête de Givaro de 1730, on dit oui, c'est une très belle tête de Givaro 1730, mais point final. Mais vous permettez que je poursuive le paradoxe avec cette idée. Je trouverai toujours moyen de vous y répondre. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas, mais lorsque justement en période néoclassique on revisitait Bach en le faisant à la manière de l'époque,
c'était au fond beaucoup moins moderne quelque part, en tout cas pour nous aujourd'hui, que le Bach revisité par ceux qui se sont penchés sur l'instrumentarium et sur les conditions un peu de jeu de l'époque. Non, vous ne pensez pas? Ah, vous savez ce que je pense déjà, alors je peux vous le redire. Non, j'admets bien qu'on puisse en effet essayer de reconstituer. Qu'on appelle ça essai de reconstitution, je suis tout à fait d'accord. Si on appelle ça authentique, je dis non. Ce n'est pas plus authentique que moi, je suis un Péruvien de l'époque Inca, vraiment. C'est absolument impossible, tout simplement. D'abord, parce que qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez des livres sur l'interprétation. Évidemment, vous avez des traités sur l'ornementation, sur la façon d'utiliser les agréments, comme on disait, etc. Mais quand vous lisez un chapitre comme ça, on vous dit, et puis tout cela dépend du bon goût. Bon, alors au revoir, qui va reconstituer le bon goût de l'époque. Ça, je voudrais savoir. Hein. Et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Le tempo, nous ne savons pas. Écoutez, j'ai eu une discussion une fois, très amicale d'ailleurs, mais j'ai dit les seuls témoins que nous avons de la durée d'une exécution, c'est avec Bayreuth. À Bayreuth, depuis 1876, on a toutes les durées de toutes les représentations et de tous les acte par acte. Alors là, on peut savoir comment, du reste, l'interprétation s'est alanguie et s'est alourdie et s'est alentie, si je peux dire, par exemple, entre 1876 et 1916 et 1914, exactement. Donc, on a ce témoin. Ah, il m'a dit, oui, mais au théâtre, on a la durée des chandelles. Je dis, écoutez, s'il y a beaucoup de vent ce jour-là, je ne vois pas quelle durée on peut fixer là-dessus. Il y a vraiment des raisonnements, moi, qui me laissent pantois, où j'ai vu, je n'ai pas vu la représentation, mais on fait des représentations, je ne sais pas si c'est Corneille ou Molière, peu importe, mais avec, soi-disant, l'accent reconstitué du XVIIe siècle français. Je ne vois pas le fait que de dire le rouet au lieu de le roi, ça va changer le sens d'une tragédie de Racine ou de Corneille. C'est là où je vois que cette espèce d'obstination à reconstituer fait, pour moi, c'est un voyage exotique. Alors, bon, très bien, si on peut aimer l'exotisme, mais pour moi, ça a un sens. Oui, on essaye d'être conscient, tiens, c'est curieux, ah, il prononçait ça, vous allez au Canada, dans les provinces, vous avez exactement ça. Alors, permettez-moi de changer un tout petit peu de sujet et de revenir à la relation avec Cher, ou peut-être pas exactement. Je me demandais comment on pourrait cerner l'idée de transcendance, puisqu'on est dans un cycle qui s'appelle du spirituel dans l'art. Comment on pourrait cerner l'idée de transcendance à l'intérieur de la poésie de Cher, et je me demandais si ce n'était pas justement cette intensité de présence dans laquelle se trouve la transcendance. En tout cas, vous dites dans une lettre à Stockhausen à propos de Mallarmé, au moment où vous pensiez peut-être encore mettre en musique le coup de dé, vous discutez avec lui son idée d'écrire une messe et vous lui dites que vous n'y croyez pas, et vous dites qu'une épopée humaine est à reconstruire sans trop y croire, où l'homme n'explorera que son vertige du rien. Et je me demandais si cette idée qui aurait été exprimée par Mallarmé, pour vous est le penseur le plus profond de ce point de vue-là, reste quelque chose de vivant aujourd'hui. Oui, écoutez, ça c'est des choses purement personnelles. Alors là, on ne peut pas, je veux dire, être contre ou pour. Stockhausen avait une idée de la mysticité qui était la sienne, Messiaen avait la sienne aussi. Bon, très bien, moi je n'interviens pas là-dedans. Mais je trouve qu'en effet, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est ce vertige, en effet, du rien. C'est ça qu'on aboutit. Pourquoi on fait quelque chose? Finalement, on ne le sait pas. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi. Comment je peux m'exprimer? C'est très difficile de s'exprimer. Oui. Pour moi, si vous voulez, le but est,
oui, de laisser, comment, c'est Char aussi qui dit, des traces. oui, c'est ça, le poète ne laisse pas de preuves, il laisse des traces, je crois. C'est mal exprimé de moi, mais c'est ça. Et en effet, on laisse une trace, tout simplement. Si elle dure longtemps, si elle ne dure pas longtemps, vous ne serez pas là de toute façon pour le contrôler vous-même. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on jette, oui, c'est vrai, on jette un message, qui le reçoit, qui ne le reçoit pas. Évidemment, on est plus content quand le message est direct et reçu directement, mais on peut très bien, le cas s'est vu, que les messages qui sont reçus directement sont des messages qui sont très périssables, tandis que des messages qui ne sont pas reçus directement sont des messages, au contraire, qui dureront. Mais ceci dit, il y a aussi des obsessions. Si vous regardez Joyce, par exemple, bon, alors oui, il a commencé par des romans non pas très traditionnels, mais enfin traditionnels. Ulysse, c'est une période remarquable, beaucoup de gens l'ont lu. Combien de gens ont lu Finnegan's Wake, où c'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par le langage, et quand vous lisez 2 ou 3 pages, vous êtes fatigué, parce qu'il y a tellement de jeux sur les mots, sur les constructions de phrases, des allusions ainsi, etc. Moi, je considère Joyce comme vraiment un obsédé du langage, et qu'est-ce que c'est que le langage? C'est rien finalement, mais il est obsédé par ceci, et il donne une forme à ce rien qui est absolument exubérante même. C'est le contraste qui est intéressant. Alors, en ce qui me concerne, oui, c'est aussi un peu la même chose. Je cherche à améliorer ce que je fais, améliorer dans le sens de l'accomplissement. Mais ce que cet accomplissement deviendra, je ne peux pas le savoir, et je ne veux pas le savoir. Même. Mais est-ce que la question du spirituel est une question... voilà, ça dépend ce que vous appelez spirituel. Oui, ben, j'allais vous poser la question précisément, puisque... Spirituel, la transcendance, je préfère, parce que le spirituel a un côté religiosité... oui, religiosité, point. Simplement. Enfin, on peut dire que c'est ce qui a trait à l'esprit aussi. Oui, non, oui, le mot spirituel a beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Non, c'est une expression de Kandinsky d'ailleurs, le spirituel dans l'art. Moi, je suis, disons, je sais les limites de l'art, c'est certain. C'est une réflexion, oui, sur notre sort, certainement. Alors, c'est une réflexion qui est plus explicite dans le poème que dans la musique, mais dans la musique, c'est la même réflexion. C'est très difficile à définir. Si vous entendez un des derniers quatuors de Beethoven, qu'est-ce que ça vous inspire en mots? Dites. Oui. C'est moi qui vous pose la question. Ben, c'est tout le problème de la non-traductibilité de la musique. Voilà, oui, la musique est inexprimable. Alors on s'exprime d'une certaine façon, mais le reste ne peut être que des espèces de commentaires qui essayent de tourner autour et de définir plus ou moins le fond de la pensée. Mais en soi, c'est indéfinissable. Mais justement, la musique est toujours associée au transcendant parce qu'elle est au-delà des mots, d'une certaine façon. Oui, certaines musiques. Oui, certaines musiques, non, pas toutes. Oui. Mais on parlait du quatuor de Beethoven. Oui. Est-ce que c'est dans cet esprit-là aussi que vous avez choisi finalement presque toujours d'écrire de grandes formes? Parce que ce qui me frappe dans votre catalogue, c'est que finalement vous êtes un compositeur des grandes formes, ce qui n'est pas tellement dans la tradition française d'une certaine façon, et qui est aussi un peu loin de ce dont on a parlé avec la poésie de René Char, aussi, d'une certaine manière, mais non pas une grande forme qui serait faite de petits moments comme un recueil, mais une grande forme organique. Oui, mais ça, je crois que c'est mon amour, il faut bien dire, de la tradition allemande. Parce que je trouve que les compositeurs de tradition germanique, disons autrichienne, allemande, évidemment, sont des gens qui ont su faire fructifier les idées. Et je trouve que, pour moi, ce qui est essentiel, c'est pas seulement d'avoir des idées. Des idées, je dirais, presque tout le monde en a. Mais ce qui est important, c'est de savoir déduire quelque chose. Et très souvent, on me demande « Ah, mais ça, vous avez composé cette œuvre, par exemple, ah, c'est sur les mêmes données que telle autre. Par exemple, éclat multiple, message esquisse, je ne sais trop quoi encore. » Oui, c'est les mêmes données de base. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est d'en tirer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quelquefois, je mets longtemps à les écrire, parce que je sens qu'il y a des idées qui sont là et que je veux les étendre
il y a un mot que j'aime beaucoup en allemand, dans la musique allemande, c'est le mot Durchführung, c'est-à-dire nous n'avons pas l'équivalent, c'est développement, la traduction. Et ce développement, c'est vrai que les Français en général, une tradition française, si elle existe, je ne crois pas qu'elle existe ailleurs, mais enfin, dans les compositeurs français saillants, il y a, disons, le primsaut, l'invention qui saute d'un mot à l'autre, mais il y a très rarement du développement. Du reste, Debussy s'en méfiait comme de la peste. Il faut dire qu'avec Vincent Dindy, il avait de quoi se méfier, c'est vrai. Mais c'est vrai que Debussy a été quelqu'un de primesautier. Avant tout, il recherchait cet élément d'improvisation, en tout cas de saute d'humeur, si je puis dire. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, il y a la saute d'humeur aussi, mais la saute d'humeur intégrée dans un tout. Et c'est vrai que toutes les dernières œuvres que j'ai composées font au moins 40 minutes, 45 minutes, oui. C'est pas à cause des minutes, mais c'est à cause que pour soutenir le temps, la durée, il faut des idées qui soient suffisamment fortes pour pouvoir se développer et engendrer des développements, oui, attendus ou inattendus. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Oui, parce qu'au fond, on pourrait se demander s'il n'y a pas une contradiction dans les termes entre déduction qui laisse penser à une suite, disons, plus ou moins logique, et le fait que vous recherchez des développements hétérogènes, enfin, ou des hétérogénéités dans les développements. Je veux dire, moi, j'ai appelé ça, quand j'ai fait les cours au Collège de France, j'ai fait à un moment donné l'étude, ou l'éloge même, de l'accident. Je trouve que vous avez certainement une logique de départ, ou en tout cas un essai de logique de départ. Mais au fur et à mesure que les idées se développent, vous rencontrez des accidents ou des choses que vous n'avez pas prévues. Et tout d'un coup, au lieu de laisser cet accident sur le côté, vous déviez et vous prenez cet accident et vous le magnifiez, au contraire. Et puis, jusqu'à ce que cet accident soit épuisé, si je peux dire, et vous rentrez dans non pas dans votre logique exacte du reste, mais dans votre logique transformée par cet accident. Et je trouve qu'il faut avoir non seulement le respect, mais l'amour de l'accident, parce que c'est l'accident qui vous fait inventer les choses. Ça vous force à réfléchir. Tout d'un coup, vous vous trouvez devant un problème qui est très difficile à résoudre. C'est mon cas en ce moment. C'est ce qui est difficile. J'essaye de le résoudre d'une façon imprévue, de dire oui, à ce moment-là, c'est un développement qui va devenir trop convenu. Il faut que je trouve une solution différente pour faire une coupure à ce moment-là. Ben voilà moi comment, en tout cas, j'aime composer. C'est-à-dire qu'au fond, la forme est le résultat de tout le travail sur l'œuvre et n'est en tout cas pas une image a priori. Elle peut être sans l'être. Je veux dire, quand je fais, par exemple, éclat multiple, éclat est basé sur des instruments résonants. Bon, qu'est-ce que c'est le problème la personnalité des instruments résonants, c'est d'avoir une durée certaine de vie et vous les entendez mourir si vous les laissez. Ou alors, autrement, vous les entretenez par des trilles parce que vous êtes obligé de maintenir le son par une figure quelconque. Ou un tri, ou un trémolo, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le contraste entre une durée inerte et une durée volontaire. Mais cette durée inerte, vous n'avez plus besoin de l'écrire, vous n'avez pas besoin d'écrire des durées dans une métrique donnée, vous êtes dépendant uniquement du phénomène acoustique de ces instruments résonnants. Alors à ce moment-là, ça vous dirige vers une pensée qui est de ce type-là. Mais à ce moment-là, si vous allez plus loin dans qu'est-ce que c'est que des instruments résonnants? Bon, si j'en mets un certain nombre, j'entends leur mort, disons, progressive. Il y a un piano qui dure beaucoup plus longtemps, le vibraphone dure assez longtemps, une mandoline ne dure rien pratiquement. Donc vous analysez, vous avez un phénomène d'analyse. Donc si vous avez un accord comme ça, vous avez cette faculté d'analyse. Si vous faites cet accord très sec, ça passe, vous n'avez absolument pas le temps d'analyser l'accord tel qu'il est donné, surtout si vous truquez les registres un peu. Et puis, vous avez au contraire, si vous avez le même accord par exemple, et vous le faites faire par tout le monde des trilles qui créent des interférences qui sont presque insupportables à l'oreille. Là, vous créez une tension qu'on ne peut pas créer autrement. Donc, vous voyez, simplement au fait de réfléchir à l'instrumentarium que vous allez utiliser, bon, si vous prenez le temps de réfléchir et le temps de l'exploiter, bon, vous avez à votre disposition un panorama de choses très grand comme ça.
Je crains que nous ayons vous ne craignez pas, alors là, temps. je suis très content. Je crains pour vous, parce que vous l'avez dirigé tout à oui. l'heure. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.